Production, les podcasteurs. Bonjour, je suis Marie-Robert. Et croyez-moi, j'ai toujours une proposition à vous faire. Et si la philosophie était la meilleure chose à faire cet été ? Ventiler nos esprits, sublimer nos couchers de soleil et entretenir nos discussions d'apéro. Avouons que les vacances sont un moment singulier. Il y a ceux qui se disputent en remplissant le coffre de la voiture, ceux qui prennent le train pour la colo avec une étiquette autour du cou, ceux qui n'ont pas les moyens de partir et qui jouent au ballon dans la rue. Il y a ceux qui profitent du mois d'août, enfin seuls au bureau. Ceux dont les tablés ne comptent plus les convives. Ceux qui préfèrent la montagne au sable brûlant. Ceux qui pestent contre les moustiques et ceux qui font des siestes à rallonge. Il y a ceux que ça angoisse de partir et ceux que ça angoisse de rentrer. Il y a ceux qui aiment les parcs d'attractions et ceux qui ne jurent que par les criques désertes. Il y a les sandwichs sur le bord d'autoroute et les tables avec nappe. Il y a les fidèles et les novices, ceux qui savent où s'achète la meilleure gaufre et ceux qui cornent les pages du routard. Ceux qui choisissent les nationales et ceux qui jouent au Uno à l'aéroport. Ceux qui économisent le parking et ceux qui claquent le travail de l'année. Il y a les saisonniers qui triment en attendant l'hiver à Bangkok, ceux qui gardent les chats des voisins, ceux qui ont une grand-mère et ceux qui ne voient plus leur famille, ceux qui écrivent des cartes postales et ceux qui n'allument plus leur téléphone. Il y a les protections 50 et ceux qui mettent de l'huile au monoeil. C'est quelque chose l'histoire des vacances. Une somme de comportements qui tissent nos souvenirs autant que notre sociologie. Un espace où nos esprits font face à cette somme d'émotions confuses qui se baladent en nous depuis l'enfance. Alors, que vous partiez ou non, que vous aimiez les congés ou pas, j'avais envie de vous accompagner à travers ces quelques épisodes. Et surtout, je vous souhaite un été qui vous ressemble. Un été sans projection, un été qui ne soit pas déjà la rentrée. Un été surtout qui soit le vôtre et qui vous rappelle que la philosophie est toujours là pour vous accompagner. Lorsqu'on cherche le terme audace dans Google Images, on tombe sur des centaines de photos d'individus en train de sauter dans le vide. L'audace serait donc ce curieux élan qui nous permet de faire des choses aussi dingues que sauter entre deux falaises. Mais comme souvent, est-ce si simple ? Est-ce qu'il suffit de fermer les yeux pour s'élancer ? Et que faire du risque de s'écraser entre les deux pans de la falaise ? Est-ce que les philosophes peuvent nous aider à être audacieux ? En se plongeant dans l'histoire, on s'aperçoit que les philosophes ont très peu parlé d'audace. Une exception faite toutefois vient confirmer la règle, et non des moindres, c'est celle d'un géant qui a laissé sur l'histoire de la philosophie occidentale une empreinte plus qu'indélébile. C'est le dénommé Emmanuel Kant. N'ayez pas peur. Il est rigide mais parfois bien plus inspirant qu'il n'y paraît. Dans son essai, ayant pour titre la question majeure « Qu'est-ce que les Lumières ?», Kant répond en deux mots très simples. Sapere aude, deux termes latins qui disent tout simplement « ose penser par toi-même ». En fait, le verbe latin audere a donné le terme audace en français. Avec lui, l'audace s'est donc retrouvée directement propulsée au rang de vertu philosophique la plus importante. En fait, c'est comme si philosopher, c'était avoir de l'audace et vice-versa, comme si les deux notions se chevauchaient. Mais attention, pour Kant, l'audace, ce n'est pas tout à fait mettre un t-shirt avec écrit « sapere aude » et tout envoyer promener, son mec, son patron, ses enfants et même sa peur du vide. Pour Kant, l'audace, c'est plutôt l'audace de savoir. C'est le courage d'examiner la vérité par soi-même, sans se fier aux idées reçues.
En fait, avoir de l'audace chez Kant, c'est un impératif moral. Ne pas oser savoir, ne pas oser aller examiner la vérité, aller interroger le réel qui nous entoure, c'est déroger à ses responsabilités. C'est abandonner aux autres son pouvoir de décision, comme sa faculté de juger. Bref, avoir de l'audace, en fait, c'est être philosophe, c'est-à-dire se poser des questions avant d'agir. Et pour Kant, être philosophe, c'est une obligation. C'est-à-dire que ce ne sont pas que les philosophes qui doivent être philosophes, mais c'est tout le monde. Adopter cette posture philosophique, interroger ce qui se passe, essayer de comprendre pourquoi les choses autour de nous sont telles qu'elles sont. Analyser ce qui nous entoure, ce qui nous semble évident, décortiquer les habitudes, essayer d'aller gratter, d'aller questionner, c'est ça aussi d'avoir de l'audace pour Kant. Dans le quotidien, nous reproduisons souvent indéfiniment les mêmes comportements sans les remettre en cause, même nos pires habitudes. Mais alors attention, faire preuve d'audace, ça ne revient pas non plus changer pour changer. Car cela implique de prendre le temps d'analyser la réalité. Et une fois qu'on l'a suffisamment analysée, avoir le courage d'entreprendre de la modifier seulement si on estime être en mesure de l'améliorer. Donc en fait, l'audace suppose réellement 2 temps. D'abord la réflexion, ce petit truc, cette histoire d'interroger le réel, d'aller gratter les habitudes, et ensuite l'issue de la réflexion. Et l'issue de la réflexion, ce n'est rien d'autre que l'action. Il n'y a pas d'audace si on se prive de l'un ou de l'autre. Vous voyez qu'on est très loin du saut dans le vide, les yeux fermés, de notre Google Images. Sauter pour sauter n'a aucun intérêt. Par contre, penser, puis décider de sauter, alors là, oui, il s'agit bien de faire preuve d'audace. Mettons par exemple que vous découvriez que votre pâte à tartiner préférée, oui, celle que vous avez consommée depuis vos 4 ans et demi, contient de l'huile de palme. Vous vous renseignez sur sa production, vous êtes choqué par ce que vous avez découvert, vous vous rendez compte que votre plaisir chocolaté implique un processus terrible que vous n'approuvez pas. Eh bien, vous décidez donc non seulement de mettre fin à votre consommation, mais peut-être même d'élaborer votre propre recette avec les ingrédients que vous maîtrisez. Donc vous avez réfléchi et vous changez des habitudes. Et là, vous n'êtes pas frustré, car cette décision vous appartient. Elle est cohérente par rapport à votre analyse. Vous avez eu l'audace de changer vos habitudes. Et c'est ça qui est intéressant dans l'audace, c'est que c'est une recherche de cohérence personnelle. Ni une obligation, ni un truc de fou, mais juste la recherche d'une cohérence à la suite d'une analyse. Bon, alors certes, dans cet exemple, l'enjeu était limité, quoique. Mais dans le reste de l'existence, c'est exactement pareil. L'audace est la juste alliance de la pensée et de l'action. Dans le cas de notre saut entre 2 falaises, la pensée va nous permettre, par exemple, de mesurer la distance entre les deux avant d'agir. Car attention, et là c'est une notion qu'il faut vraiment préciser, il ne faut pas confondre l'audace et la prise de risque. Car quand une décision est vraiment bonne, la mettre en œuvre ne présente aucun risque. Pourquoi ? Parce qu'on y a pensé avant. Avoir le courage d'une pensée originale, plutôt que le culot d'une action un peu fanfaronne, voilà qui est faire preuve, authentiquement, d'audace. Et cette idée que l'audace n'est pas une prise de risque, qu'en fait l'audace est mesurée puisqu'elle est issue d'une pensée, ça nous éclaire aussi sur une vertu qui est assez voisine et qui est le courage. Le courage, c'est un terme qu'on emploie souvent dans la vie quotidienne, c'est ce qui nous permet de surmonter la peur. Mais attention, ce qui est terrifiant, ce qui nous paralyse, ce qui parfois nous empêche de prendre des décisions, ce qui nous empêche de bouger, ce n'est pas toujours quelque chose de dangereux. Les risques sont parfois inévitables, et alors il faut avoir le courage, évidemment, de les prendre. Mais la plupart du temps, le risque, le plus grand risque, et faire preuve d'audace, ça suppose simplement de surmonter la peur de l'inconnu, la peur du changement, la peur d'entreprendre non pas quelque chose qui soit vraiment risqué, mais quelque chose dont on ne connaît pas les conséquences. Dans la vie, on voudrait toujours tout prévoir, et encore plus en ce début d'année.
On voudrait avoir une garantie que nos actions sont les bonnes, qu'on prend les meilleures décisions, que tel ou tel acte conduira à telle ou telle conséquence. Mais c'est absolument impossible. Avoir de l'audace, c'est analyser, ça je crois qu'on l'a saisi, c'est agir, ça aussi on l'a compris. Mais après avoir fait tout ceci, et c'est peut-être là le point le plus important d'ailleurs, c'est apprendre à danser dans le vide. Apprendre à naviguer en zone d'incertitude. En fait, il faut essayer d'admettre qu'on agit toujours en rationalité limitée. C'est-à-dire que notre raison est limitée. On peut essayer de prévoir, on peut décortiquer, on peut analyser, mais on ne connaîtra jamais l'avenir. On n'aura jamais en main toutes les conséquences. On ne peut jamais totalement savoir ce qu'il va se passer. Et c'est la raison pour laquelle, la plupart du temps, manquer d'audace est bien plus risqué que d'en avoir trop. Lorsque vous avez bien réfléchi à quelque chose et que deux choix se présentent à nous, l'un audacieux, l'autre plutôt prudent, on est bien plus susceptible de se tromper en optant pour la prudence qu'en optant pour l'audace. Pourquoi ? Parce que la prudence va souvent nous amener à regretter. Car au fond, on est bien plus fier de nous en ayant osé. Et comme de toute façon on ne sait pas ce qui va se passer, autant tenter, en assumant pleinement notre décision, que faire preuve de prudence et risquer finalement d'être frustré et encore plus déçu. Et c'est exactement ce à quoi nous incite le discours de Barack Obama sur l'audace d'espérer. C'est un très joli discours qu'il a prononcé en 2004 et qui a beaucoup contribué à faire de l'audace une vertu essentielle. L'ex-président américain avait à cœur de souligner que l'audace s'accompagnait aussi peut-être encore d'une autre vertu, qui est l'espoir. Et l'espoir dont il parle n'est pas du tout un optimisme aveugle, n'est pas du tout justement, encore une fois, cette image d'un saut irraisonné. Il s'agit plutôt, et là je cite un extrait de son discours, « L'espoir des esclaves assis autour du feu, entonnant des chants de liberté. L'espoir des immigrants s'embarquant pour de lointains rivages. L'espoir d'un jeune lieutenant de marine, patrouillant bravement le delta du Mékong. L'espoir face aux difficultés. L'espoir face à l'incertitude. » Ce qui est audacieux ici, et ce qui est audacieux dans le propos de Barack Obama, c'est le fait d'espérer qui est audacieux. Le fait d'espérer sans aucune certitude de succès. Et donc, c'est tout d'un coup cette notion d'espoir qui donne un habillage à l'audace. C'est vraiment le dernier temps de l'audace. On avait parlé de l'analyse, on avait parlé de l'action. Il faut rajouter l'espoir, qui achève d'habiller l'audace d'une des plus jolies lumières. Une entreprise audacieuse ne se met pas inutilement en péril, mais elle contient toujours un minimum de risque. Et surtout, ce risque, c'est l'idée d'être tendu vers l'avenir et de croire qu'il peut être bon. Barack Obama, à force de parler d'audace, est sans doute parvenu à communiquer la sienne, c'est-à-dire qu'il s'est mis à incarner cette audace. Et là, on revient justement à notre pensée kantienne, où Kant nous expliquait finalement que l'audace était la philosophie et que la philosophie était une entreprise audacieuse, comme si l'une et l'autre venaient se juxtaposer. Eh bien, c'est cette même idée avec Barack Obama, c'est-à-dire qu'on ne peut pas parler d'audace sans l'incarner soi-même. Maintenant que nous avons cheminé au cœur de l'audace, j'espère que vous aussi vous êtes prêts à sauter de la falaise, en vous rappelant le chemin et la pensée qui vous a conduit jusque-là. Et pour achever de vous en convaincre, je vais vous quitter en vous lisant un extrait d'un très joli roman d'un auteur américain qui s'appelle Jonathan Tropper, et ce livre se nomme Le livre de Joe. « Tu te souviens des vieux dessins animés du coyote ?» dit-il. « Tu sais, quand le coyote se précipitait d'une falaise et qu'il continuait à courir jusqu'au moment où il baissait les yeux et réalisait qu'il cavalait dans le vide. » Ouais. Eh bien, je me suis toujours demandé ce qui lui serait arrivé s'il n'avait pas regardé en bas. Est-ce que l'air serait resté solide sous ses pieds jusqu'à ce qu'il ait atteint l'autre bord du précipice ? Je pense que oui. Et qu'on est tous comme ça.
On s'élance pour traverser le canyon, le regard fixé droit devant soi, vers les choses vraiment importantes. Mais quelque chose, la peur ou un sentiment d'insécurité, nous fait regarder en bas. Alors tout d'un coup, on s'aperçoit qu'on marche sur du vide, on panique, on fait demi-tour, et on pédale à toute vitesse pour retrouver la terre ferme. Mais si on ne baissait pas les yeux, on arriverait sans problème de l'autre côté. On se retrouve dans 15 jours pour un autre dimanche matin et une autre notion. Et cette fois-ci, il sera question d'identité. En attendant, n'oubliez pas de lire, d'oser et de vous rappeler qu'il n'y a rien de plus sexy que la pensée.